Imaginez un monde où chaque désaccord, chaque conflit, chaque tension ne serait plus une source de stress, mais une opportunité de bâtir des ponts, de renforcer des relations et d'obtenir plus que ce que vous espériez. Et si je vous disais que la négociation n'est pas réservée aux diplomates, aux hommes d'affaires ou aux politiciens, mais qu'elle est au cœur de chaque interaction humaine, que ce soit pour obtenir une augmentation, pour résoudre un conflit familial, ou même pour convaincre votre enfant de ranger sa chambre. C'est précisément ce que nous enseigne l'ouvrage incontournable « Comment réussir une négociation » écrit par Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton, chercheurs de l'université Harvard et fondateurs du fameux Harvard Negotiation Project. Ces hommes ont changé la façon dont le monde conçoit la négociation. Leur méthode, appelée négociation raisonnée, a influencé les accords de paix internationaux, les relations diplomatiques, mais aussi des millions de négociations quotidiennes dans le monde professionnel. Dans cette vidéo, nous allons plonger chapitre par chapitre dans cette méthode puissante. Vous découvrirez pourquoi la négociation n'est pas une bataille à gagner, mais un art d'influencer et de collaborer. Nous verrons des exemples historiques, des applications modernes dans les affaires et la politique, et surtout des clés pratiques pour transformer vos relations et vos résultats dès aujourd'hui. La plupart des gens pensent que la négociation, c'est une guerre où il y a un gagnant et un perdant. Mais les auteurs nous montrent que cette vision est fausse et limitée. En réalité, négocier, c'est résoudre des conflits en construisant des solutions qui profitent aux deux parties. Au lieu de s'enfermer dans des positions rigides, je veux ça, contre non, moi je veux ça. Il faut chercher les intérêts sous-jacents. Car souvent, les positions sont incompatibles, mais les intérêts peuvent être conciliables. Prenons les accords de Camp David en 1978 entre Israël et l'Égypte. Officiellement, chaque camp avait des positions inconciliables sur le Sinaï. Mais grâce à une approche raisonnée, ils ont pu comprendre les véritables intérêts, la sécurité pour Israël et la souveraineté pour l'Égypte. Résultat, un traité de paix historique qui tient encore aujourd'hui. Dans les affaires, c'est la même logique. Imaginons une entreprise et un fournisseur. L'un veut réduire les coûts, l'autre veut maintenir sa marge. Les positions semblent opposées, mais si l'on cherche les intérêts réels, on peut trouver des solutions gagnant-gagnant. Par exemple, optimiser la logistique, automatiser certaines tâches, ou signer un contrat à long terme qui sécurise les deux parties. Négocier, ce n'est pas chercher à dominer l'autre, c'est chercher à bâtir un accord où les deux parties repartent gagnantes. C'est comprendre que derrière chaque position affichée se cache un intérêt plus profond. Et c'est là que commence la vraie puissance de la méthode de Harvard. Une des erreurs les plus fréquentes en négociation, c'est de confondre le problème à résoudre avec la personne en face de nous. Quand les émotions prennent le dessus, la discussion se transforme en conflit personnel. Mais les auteurs de Harvard nous rappellent une vérité fondamentale. Attaquer le problème, pas la personne. Dans une négociation, il est crucial de distinguer les relations humaines des enjeux objectifs. Sinon, chaque remarque devient une attaque personnelle et chaque désaccord, une blessure d'ego. Les auteurs proposent de traiter séparément la perception, comprendre comment l'autre voit la situation, l'émotion, reconnaître et gérer les sentiments qui circulent dans la discussion. La communication, s'assurer que les messages passent clairement sans créer de malentendus. Un cas emblématique est celui de Nelson Mandela après sa libération en 1990. Au lieu de voir les Blancs sud-africains comme des ennemis, il a choisi de séparer les personnes de l'apartheid en tant que système. Cette distinction lui a permis de négocier la fin pacifique du régime, en construisant un pont entre des communautés profondément divisées. En entreprise, imaginons un manager qui reproche à son collaborateur des retards répétés. Si la critique est formulée comme « tu es paresseux », l'attaque touche la personne et provoque un conflit. Mais si on formule « le retard dans les livraisons bloque l'équipe entière », on centre la discussion sur le problème. La relation reste intacte et le problème peut être résolu objectivement. Séparer les personnes du problème, c'est protéger la relation tout en affrontant la réalité. C'est faire preuve d'intelligence émotionnelle pour transformer un potentiel conflit en un dialogue productif. Très souvent, une négociation échoue parce que les deux parties restent figées sur leur position. Chacun répète « je veux ça, pas autrement » et le dialogue se transforme en bras de fer. Mais les auteurs de la méthode Harvard nous montrent une clé bien plus puissante. Aller au-delà des positions pour découvrir les véritables intérêts. Une position est ce que quelqu'un déclare vouloir. Je veux 10 000 € pour cette prestation. Un intérêt est le besoin profond qui motive cette position. J'ai besoin de sécurité financière. Ou je veux être reconnu à la hauteur de ma valeur.
En se concentrant sur les intérêts, on ouvre le champ des possibles et on multiplie les solutions créatives. Cela transforme le rapport de force en une recherche commune de satisfaction. Un cas frappant est celui du traité de Camp David en 1978, négocié entre Israël et l'Égypte. La position d'Israël: ne pas céder ses territoires pour des raisons de sécurité. La position de l'Égypte: récupérer le Sinaï, terre historiquement sienne. Si les deux pays étaient restés bloqués sur leur position, la guerre aurait continué. Mais en creusant les intérêts réels, sécurité pour Israël, souveraineté pour l'Égypte, une solution est née. Israël restitue le Sinaï, mais conserve des garanties de sécurité par une démilitarisation et une surveillance internationale. Imaginons une négociation salariale. Position de l'employé: je veux 500 € d'augmentation. Position de l'employeur: je ne peux pas dépasser 200 €. Bloqué? Pas forcément. En creusant, on découvre que l'intérêt de l'employé est d'obtenir reconnaissance et perspective de croissance, tandis que celui de l'employeur est de garder un collaborateur motivé. La solution peut alors inclure une augmentation partielle, mais aussi une formation payée, plus de flexibilité ou une prime de performance. Les deux sortent gagnants. Les positions enferment, les intérêts libèrent. Dans toute négociation, demander « Pourquoi tiens-tu à cela ?» vaut 1000 fois plus que « Accepteras-tu mon prix ?» C'est en découvrant le pourquoi derrière le quoi que naît la vraie puissance d'un accord. Nous venons de voir qu'aller au-delà des positions pour comprendre les intérêts ouvre la voie à des solutions plus riches. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite créer ensemble des options nouvelles, des alternatives créatives qui permettent à toutes les parties d'y gagner. Trop souvent, les négociateurs tombent dans le piège du jeu à somme nulle. Si l'un gagne, l'autre perd. Pourtant, les auteurs de la méthode Harvard insistent sur la créativité dans la recherche d'accords. Avant de choisir une solution, il faut en inventer plusieurs. Cela permet d'élargir la tarte avant de la partager, d'éviter les blocages liés au tout ou rien, de laisser place à l'innovation et aux compromis intelligents. Un exemple frappant se trouve dans le monde des affaires, la collaboration entre Apple et les maisons de disques au lancement d'iTunes. Au départ, les positions étaient opposées. Apple voulait vendre de la musique en ligne à bas prix. Les maisons de disques craignaient de perdre leur marge et leur contrôle. En explorant les intérêts réels, Apple voulait démocratiser la musique numérique et vendre plus d'iPod. Les maisons de disques voulaient protéger leurs revenus et lutter contre le piratage. Une solution créative était née. Un modèle économique basé sur la vente légale de morceaux à 0,99, qui a élargi la tarte pour tous. Apple a vendu des millions d'iPod, les maisons de disques ont retrouvé des revenus stables et les consommateurs ont eu accès à une offre simple et légale. Prenons une situation concrète. Deux entreprises négocient une fusion. L'une veut préserver sa marque, l'autre veut réduire les coûts. Plutôt que de s'opposer, elles peuvent inventer une option créative. Garder deux marques distinctes, mais mutualiser la logistique et la recherche. Résultat, la réduction des coûts est atteinte tout en préservant l'identité des deux acteurs. C'est la même logique dans la vie personnelle. Un couple en désaccord sur les vacances. L'un veut la montagne, l'autre la plage. En creusant, on peut inventer une option nouvelle. Alterner les destinations ou choisir une région où montagne et mer coexistent. Chaque fois que vous pensez qu'il n'y a qu'une seule issue, rappelez-vous qu'il existe presque toujours une troisième voie. La créativité transforme la négociation en laboratoire d'innovation. Et c'est souvent là que naissent les accords les plus durables. Nous venons de voir que la créativité peut transformer une négociation en terrain de collaboration. Mais un danger subsiste. Si chacun campe sur sa vision de ce qui est juste, on risque de revenir à un rapport de force. La solution? Fonder les décisions sur des critères objectifs. Un accord solide ne repose pas sur l'opinion la plus forte, mais sur des normes reconnues. La loi, les standards de qualité, les données scientifiques, ou même les précédents historiques. En d'autres termes, il ne s'agit pas de dire « je veux ça » ou « tu veux ça », mais plutôt « qu'est-ce qui est équitable selon des règles que nous respectons tous ?» Les auteurs de Harvard insistent, quand une discussion s'enlise, il faut changer de terrain et ramener la conversation vers ses critères partagés. Cela évite la manipulation et protège la relation entre les parties. Après la Seconde Guerre mondiale, juger les responsables nazis aurait pu tourner à une vengeance arbitraire. Mais les Alliés ont choisi d'inventer un tribunal fondé sur des critères juridiques internationaux. Ainsi, les condamnations ne reposèrent pas sur l'émotion ou la colère, mais sur des principes universels. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc. Résultat,
un précédent juridique qui fait encore autorité aujourd'hui. Lorsqu'une multinationale est en conflit avec un État, il est impossible de s'en remettre seulement au rapport de force. On fait alors appel à des tribunaux d'arbitrage international qui jugent en fonction de traités signés par les deux parties. Cela évite que la puissance économique ou politique d'un camp écrase l'autre. Dans la vie personnelle, deux voisins se disputent une limite de terrain. Au lieu de se battre à l'infini, ils s'appuient sur les plans cadastraux officiels. Les tensions chutent, car l'arbitre n'est plus leur opinion, mais un document neutre. Dans les affaires, lorsqu'un fournisseur et un client s'opposent sur le prix, ils peuvent se référer aux indices du marché, cours du blé, prix moyen de l'acier, etc. En s'appuyant sur ces données objectives, la discussion devient plus rationnelle. Fonder ses décisions sur des critères objectifs, c'est comme construire une maison sur du béton plutôt que sur du sable. Cela donne de la légitimité aux accords, réduit les tensions émotionnelles et crée des solutions durables. Jusqu'ici, nous avons vu comment négocier en recherchant des intérêts communs, en imaginant des options créatives et en s'appuyant sur des critères objectifs. Mais que se passe-t-il si, malgré tous vos efforts, l'autre partie refuse tout compromis? La réponse tient en un principe stratégique incontournable, connaître et préparer sa meilleure alternative. La BATNA est tout simplement votre plan B. C'est l'option que vous gardez en réserve si la négociation échoue. En clair, plus votre alternative est solide, plus vous êtes puissant dans la négociation. Vous négociez l'achat d'une maison. Si vous n'avez aucune autre option, vous êtes vulnérable. Mais si vous avez déjà une autre maison équivalente en vue, votre force augmente. Vous pouvez dire non sans crainte. La BATNA vous évite de signer un mauvais accord par peur du vide. Elle vous permet de négocier en toute sérénité car vous savez que vous avez une issue de secours crédible. Quand Gandhi négociait avec l'Empire britannique, il ne se contentait pas d'attendre leurs concessions. Sa BATNA, c'était la désobéissance civile de masse, une alternative puissante et crédible. Résultat, les Anglais savaient qu'en cas d'échec des pourparlers, ils auraient à gérer un soulèvement non violent qui paralysait leur autorité. Une start-up qui lève des fonds peut se retrouver sous pression. Si elle n'a qu'un seul investisseur, elle est obligée d'accepter des conditions parfois injustes. Mais une start-up qui a déjà plusieurs propositions, ou même des revenus solides lui permettant de tenir, dispose d'une BATNA forte. Elle négocie alors, d'égal à égal. Imaginez un entretien d'embauche. Si vous avez une seule offre, vous serez tenté d'accepter n'importe quelle condition. Mais si vous avez deux autres entreprises intéressées, votre BATNA vous donne confiance et vous permet d'exiger de meilleures conditions. Une société fournisseur de pièces automobiles négocie avec un constructeur. Si elle n'a aucun autre client, elle dépend trop de ce constructeur. Mais si elle a diversifié son portefeuille, elle peut poser ses conditions sans craindre un refus. Connaître sa BATNA, c'est comme négocier avec un parachute. Même si l'accord échoue, vous savez que vous atterrirez en sécurité. Et surtout, plus votre alternative est robuste, plus l'autre partie vous respectera. Une vérité universelle. Dans toute négociation, les émotions prennent souvent le dessus. La colère, la peur, l'orgueil, la méfiance, toutes ces forces invisibles peuvent faire dérailler même les discussions les mieux préparées. C'est pourquoi la maîtrise émotionnelle et la gestion des relations interpersonnelles sont essentielles pour transformer une confrontation en collaboration. Les auteurs insistent sur un point majeur. Il faut séparer les personnes du problème. Cela signifie que vous devez attaquer le désaccord, pas l'individu. Trop souvent, nous associons la position de notre interlocuteur à sa personnalité. Résultat, au lieu de discuter de l'idée, nous finissons par nous battre contre l'autre personne. En réalité, derrière chaque position, il y a des émotions, des besoins et parfois même des blessures invisibles. Comprendre cela permet de désamorcer les tensions. L'écoute active, la reformulation et le respect sont des armes plus puissantes que l'argumentation brute. Lorsque Jimmy Carter a réuni Anwar el-Sadat, Égypte, et Menahem Begin, Israël, les deux hommes étaient pleins de méfiance et de rancune. Carter a alors utilisé une approche humaine. Il a demandé aux dirigeants de parler de leur famille, de leurs enfants, avant d'aborder les points sensibles. En ramenant la négociation au niveau humain, il a ouvert la porte à un accord de paix historique. Dans de nombreuses fusions d'entreprises, les blocages ne viennent pas des chiffres, mais des égos des dirigeants. Lorsque Daimler-Benz et Chrysler ont fusionné, le conflit culturel et émotionnel entre les équipes a finalement conduit à un échec. Les leçons sont claires. Ignorer la dimension humaine d'une négociation, c'est préparer son propre désastre. Lors d'un conflit de couple, si chacun se focalise sur « qui a raison », la discussion dégénère. Mais si on sépare le problème de la personne
et qu'on exprime ses émotions sans attaquer l'autre, la relation sort renforcée. Lorsqu'un client mécontent appelle une entreprise, le plus grand piège est de répondre sur la défensive. En écoutant réellement son émotion et en reconnaissant sa frustration, on transforme un conflit en fidélisation. Les négociations ne sont pas qu'une affaire de stratégie ou de logique. Elles sont avant tout un art de la relation humaine. Celui qui maîtrise ses propres émotions et respecte celles des autres a un avantage incomparable. Nous avons vu que les émotions et les relations humaines sont au cœur de toute négociation. Mais il reste une arme indispensable pour convaincre, la communication. Pas seulement ce que l'on dit, mais surtout comment on le dit. Une bonne communication en négociation repose sur 3 piliers. L'écoute active, comprendre au-delà des mots, saisir les émotions et les intentions derrière les phrases. La reformulation, redire avec ses propres mots ce que l'autre a exprimé pour montrer qu'on a bien compris. Le langage clair et simple, éviter les discours trop techniques ou flous qui créent de la méfiance. Les auteurs expliquent que celui qui parle trop en négociation perd souvent. Le vrai pouvoir vient de la capacité à poser de bonnes questions et à écouter attentivement les réponses. Lors de ses premières discussions avec le gouvernement sud-africain, Mandela savait que ses mots pouvaient décider de l'avenir du pays. Il écoutait longuement avant de répondre. Sa façon calme, respectueuse et mesurée de communiquer a ouvert des portes là où d'autres leaders avaient échoué. Lorsqu'un fondateur présente son projet à un investisseur, il n'a souvent que 10 minutes pour convaincre. Ceux qui réussissent ne bombardent pas de chiffres, mais racontent une histoire claire, simple, humaine. Ils savent écouter les objections et y répondre calmement. Dans la vie quotidienne, face à un désaccord familial, reformuler ce que dit l'autre avant de donner son avis réduit considérablement les malentendus. Dans les affaires, un bon vendeur ne parle pas sans arrêt. Il pose des questions, écoute, puis adapte son offre aux besoins exprimés. En politique, les leaders qui gagnent le soutien populaire sont ceux qui communiquent de façon simple, claire et directe, en utilisant des métaphores que tout le monde peut comprendre. La communication efficace n'est pas une affaire de charisme ou de talent oratoire inné, c'est une discipline. Savoir écouter, reformuler, simplifier. Celui qui maîtrise ces outils possède une arme redoutable en négociation. Après avoir vu l'importance d'une communication claire, une question essentielle se pose. Comment conclure une négociation pour que chacun sorte satisfait? C'est là qu'intervient le principe du gagnant-gagnant. Une négociation réussie ne doit pas se solder par la victoire d'un seul camp. Quand une partie gagne et l'autre perd, l'accord est fragile, plein de rancune et difficile à maintenir. Les auteurs rappellent que la meilleure négociation est celle où les deux parties trouvent leur compte, même si cela demande créativité et flexibilité. Il s'agit de chercher non pas une seule solution, mais plusieurs options qui permettent à chacun d'obtenir ce qui compte le plus pour lui. Cela suppose d'explorer les intérêts réels et non de rester bloqué sur les positions affichées. Lorsque l'Égypte et Israël négocièrent la paix, leurs positions semblaient irréconciliables. Chacun revendiquait des territoires stratégiques. Mais en se concentrant sur leurs besoins fondamentaux, la sécurité pour Israël, la souveraineté pour l'Égypte, ils ont trouvé un compromis durable. Dans les grandes fusions d'entreprises, au lieu de chercher à écraser l'autre, certaines sociétés choisissent de combiner leurs forces. Par exemple, l'alliance Renault-Nissan a permis à 2 constructeurs de partager des technologies et des marchés, créant un modèle où les deux tirent au profit de la coopération. Dans la vie quotidienne, lorsqu'un couple se dispute sur les vacances, au lieu de trancher mer contre montagne, ils peuvent alterner chaque année ou trouver une destination qui combine les deux. Dans les affaires, un employeur et un employé peuvent discuter non seulement du salaire, mais aussi des horaires flexibles, du télétravail ou de la formation. Le secret du gagnant-gagnant, c'est d'élargir la vision. Tant que les négociateurs restent enfermés dans un duel, il n'y a qu'un vainqueur et un vaincu. Mais quand on ouvre le champ des options, chacun peut trouver sa victoire. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment utiliser les critères objectifs pour renforcer la crédibilité et la solidité d'un accord. Même avec les meilleurs arguments et des critères objectifs solides, une négociation peut échouer si les émotions s'en mêlent. La colère, la peur, l'ego ou le sentiment d'injustice peuvent tout faire basculer. C'est pourquoi la maîtrise de la dimension humaine est aussi cruciale que la logique. Les auteurs expliquent que la négociation n'est pas seulement un exercice de raison, c'est aussi un jeu d'émotions. Les tensions naissent de l'impression d'être attaqué, trahi ou ignoré. Pour réussir, il faut apprendre à reconnaître les émotions, les siennes et celles de l'autre. Donner de la place à l'expression des frustrations sans laisser le conflit exploser. Créer un climat de respect où chacun se sent entendu.
Entre l'Égypte et Israël, les négociations étaient bloquées par des décennies de méfiance et de haine. Le président américain Jimmy Carter a compris que les émotions pesaient plus que les arguments rationnels. Il a donc multiplié les rencontres en aparté, utilisé l'empathie et insisté sur l'histoire personnelle des leaders pour briser la glace. Résultat, un accord historique qui tient encore aujourd'hui, 45 ans plus tard. La méthode de Harvard n'est pas réservée aux diplomates ou aux grands dirigeants. Elle s'applique à chaque interaction de votre vie. Demander une augmentation, résoudre un conflit familial, négocier un contrat ou même organiser un projet communautaire. En maîtrisant ces principes, séparer les personnes du problème, se concentrer sur les intérêts, inventer des options créatives, utiliser des critères objectifs et gérer les émotions, vous transformerez non seulement vos résultats, mais aussi vos relations. Si cette méthode vous a inspiré et que vous voulez découvrir d'autres stratégies pour réussir en affaires, en investissement et dans votre développement personnel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bien Investir. Nous publions régulièrement des analyses approfondies des plus grands livres de stratégie et de développement personnel. Dans les commentaires, partagez-nous votre expérience. Quelle situation de négociation pourriez-vous aborder différemment après avoir découvert ces principes ? À très bientôt pour une nouvelle exploration des secrets du succès.